J'ai 78 ans et jamais je n'aurais imaginé que j'écrirais ces mots un jour. Jamais je n'aurais cru que je me retrouverais assise dans mon fauteuil, celui où j'ai passé tant de soirées paisibles à tricoter ou à lire, avec ce poids terrible sur le cœur. On dit que les enfants sont le plus beau cadeau de la vie, et pendant longtemps, j'y ai cru. J'y ai cru de toute mon âme. Mais aujourd'hui, je dois affronter une vérité qui me déchire. Mes propres enfants ont découvert mon argent et ont tenté de me le voler. Je m'appelle Louise. Je suis née en 1947, dans un petit village de Normandie où la vie était simple mais rude. Mes parents étaient fermiers, et j'ai grandi en sachant la valeur du travail, du sacrifice et de l'honnêteté. Ces valeurs, je pensais les avoir transmises à mes enfants. Je pensais leur avoir enseigné ce qui comptait vraiment dans la vie. Mais peut-être ai-je échoué. Peut-être que quelque part, entre les biberons et les diplômes, entre les genoux écorchés et les mariages, j'ai raté quelque chose d'essentiel. Tout a commencé un mardi matin de mars. Je me souviens de chaque détail de cette journée, comme si elle était gravée au fer rouge dans ma mémoire. Je m'étais levée tôt, comme d'habitude. À mon âge, le sommeil n'est plus ce qu'il était. Je me réveille souvent avant l'aube, et plutôt que de rester au lit à ruminer, je préfère me lever et commencer ma journée. Ce matin-là, j'avais préparé mon café, mangé mes 2 tartines beurrées, et j'avais décidé d'aller faire mes courses au marché. J'aime le marché du mardi. Les légumes y sont frais, et Monsieur Dubois, le fromager, garde toujours un morceau de son meilleur comté pour moi. Avant de partir, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai vérifié que toutes les fenêtres étaient fermées, j'ai éteint la cafetière, et j'ai tourné la clé dans la serrure de la porte d'entrée 2 fois. 2 tours complets. C'est une habitude que j'ai depuis 50 ans, depuis que Pierre et moi avons emménagé dans cette maison. Pierre, mon mari, mon compagnon de vie pendant 45 ans, décédé il y a maintenant 7 ans. Son absence est toujours aussi douloureuse, mais j'ai appris à vivre avec ce vide. Je suis parti faire mes courses, mon cabas à la main. Le marché était animé comme toujours. J'ai pris mon temps, discuté avec les commerçants que je connais depuis des années, acheté mes légumes pour la semaine, mon pain, mon fromage. C'était une matinée normale, agréable même. Le printemps commençait à se faire sentir, et il y avait une douceur dans l'air qui me rappelait ma jeunesse. Quand je suis rentrée, 2 heures plus tard, mes sacs chargés de provisions, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. C'est difficile à expliquer, mais quand on vit seul dans une maison pendant des années, on développe une sensibilité particulière. On connaît chaque craquement du parquet, chaque souffle d'air qui traverse les pièces. Et là, quelque chose était différent. La porte d'entrée n'était pas verrouillée comme je l'avais laissée. Elle était simplement poussée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ma première pensée a été qu'on avait cambriolé la maison. On entend tellement d'histoires terribles aux informations, des personnes âgées agressées chez elles, dépouillées de leurs économies. J'ai hésité un instant sur le seuil, me demandant si je devais entrer ou appeler la police. Mais quelque chose m'a poussé à avancer. Une intuition, peut-être. Ou simplement le courage têtu qui m'a toujours caractérisé. J'ai poussé la porte doucement et je suis entrée. Le salon semblait intact. Les photos de famille étaient toujours à leur place sur la cheminée. Antoine à sa remise de diplôme, Marguerite le jour de son mariage, Philippe avec ses enfants. La télévision, l'argenterie dans le buffet, tout était là. C'est alors que j'ai entendu des voix à l'étage. Des voix que je connaissais. Des voix qui m'ont glacé le sang plus sûrement que n'importe quel cambrioleur ne l'aurait fait. C'étaient les voix de mes enfants. J'ai monté les escaliers lentement, silencieusement. À 78 ans, mes genoux craquent et mes hanches me font souffrir, mais ce matin-là, l'adrénaline m'a donné une agilité que je croyais avoir perdue. Les voix venaient de ma chambre. Ma chambre, mon sanctuaire, l'endroit où j'avais dormi aux côtés de Pierre pendant toutes ces années, où je m'étais réfugiée après sa mort pour pleurer en paix. Je me suis arrêtée devant la porte. Elle était fermée, mais pas complètement. Par l'interstice, je pouvais voir des ombres bouger. Et j'entendais tout. C'était Antoine qui parlait. Mon fils aîné, 52 ans, directeur commercial dans une entreprise de textile. Un homme qui a toujours eu de l'ambition, peut-être trop. Ça doit être quelque part ici, disait-il. Maman a toujours été méfiante avec les banques. Elle ne leur fait pas confiance. Je suis sûre qu'elle garde de l'argent liquide dans la maison. Peut-être qu'on devrait respecter sa vie privée, a murmuré une autre voix. C'était Marguerite, ma fille, 49 ans, professeure de français dans un lycée. Elle a toujours été la plus sensible des 3, la plus consciente des sentiments des autres. Mais sa voix manquait de conviction. Respecter sa vie privée ? C'était Philippe, mon cadet, 46 ans. Celui que j'ai toujours considéré comme le plus proche de moi. Celui en qui j'avais le plus confiance. Sa voix était dure, presque cruelle. Marguerite, réveille-toi. Maman va avoir 80 ans. Elle n'a pas besoin de tout cet argent. Nous si. J'ai des dettes jusqu'au cou.
Antoine a failli perdre sa maison l'année dernière. Et toi, même avec ton salaire d'enseignante, tu galères. Mais c'est son argent, a insisté Marguerite, mais sa résistance semblait s'effriter point. Son argent ? Antoine avait pris le relais. Cet argent vient de papa. De l'atelier qu'il a bâti de ses mains. Un atelier que nous aurions dû hériter. Mais non, elle a tout vendu et garde tout pour elle. C'est égoïste, si tu veux mon avis. J'étais pétrifiée derrière cette porte. Chaque mot était comme un coup de couteau. L'atelier de Pierre. Sa belle horlogerie, son œuvre de toute une vie. Après sa mort, j'avais en effet décidé de la vendre. Cela m'avait brisé le cœur, mais je ne pouvais pas la gérer seule, et aucun de mes enfants n'avait voulu reprendre l'affaire. Antoine était trop occupé avec sa propre carrière. Marguerite n'avait aucune compétence en horlogerie. Et Philippe avait clairement exprimé qu'il ne voulait pas être coincé dans un vieux magasin poussiéreux. Ce sont ces mots exacts. J'avais vendu l'atelier à un jeune horloger talentueux qui avait promis de préserver l'héritage de Pierre. Et oui, la vente m'avait rapporté une somme considérable. Avec nos économies de toute une vie, nos investissements prudents, j'avais effectivement accumulé un petit pécule. Mais c'était mon filet de sécurité. C'était la garantie que je ne serais jamais à la charge de personne, que je pourrais payer mes soins médicaux, vivre dignement mes dernières années. Vous avez regardé dans l'armoire ? Demandait maintenant Philippe. J'entendais des bruits de meubles qu'on déplaçait, de tiroirs qu'on ouvrait. Il fouillait ma chambre. Mes enfants, ma propre chair et mon propre sang, violaient mon intimité comme de vulgaires cambrioleurs. Attendez, j'ai trouvé quelque chose. C'était Antoine, et sa voix vibrait d'excitation. Mon cœur a fait un bond. Je savais exactement ce qu'il avait trouvé. La boîte en bois de rose que Pierre m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Une belle boîte ancienne avec des incrustations de nacre, un trésor qu'il avait déniché chez un antiquaire. Dans cette boîte, je gardais mes économies liquides, environ 57 000 €. Une partie de mon argent était bien sûr à la banque, dans des placements sûrs, mais j'aimais avoir cette somme à portée de main. Cela me rassurait point. Bon sang, j'ai entendu Philippe siffler. Regarde-moi ça. Il doit y avoir au moins 50 000 € là-dedans. 57 340, ai-je dit en poussant la porte. Le tableau qui s'est offert à moi restera gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier jour. Antoine tenait ma boîte, ses mains tremblantes. Philippe avait déjà commencé à compter les billets, plusieurs liasses étalées sur mon lit. Marguerite était assise sur le bord du lit, les joues rouges de honte, incapable de me regarder dans les yeux. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Personne ne bougeait. On aurait dit une scène figée dans le temps, une photographie de la trahison. Maman. Antoine a été le premier à retrouver sa voix. Il a reposé la boîte précipitamment, comme si elle le brûlait. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment ? Ma voix était étonnamment calme. J'étais surprise moi-même par ce calme. J'aurais dû crier, pleurer, m'effondrer. Mais quelque chose en moi était au-delà de ces émotions. C'était comme si une partie de moi s'était détachée, observant la scène de loin. Et qu'est-ce que je crois, Antoine ? Que mes 3 enfants ont pénétré dans ma maison en mon absence, sont montés dans ma chambre, ont fouillé mes affaires personnelles et ont découvert mon argent. C'est bien ce qui se passe, non ? Nous voulions juste. A commencé Philippe, mais je l'ai coupé d'un geste de la main. Vous vouliez juste quoi ? Vérifier combien valait votre héritage ? Voir si la vieille avait encore assez d'argent pour justifier de garder contact avec elle ? Ce n'est pas juste. Philippe s'était levé, et je voyais la colère monter en lui. C'était toujours sa réaction quand il était pris en faute, même enfant. L'attaque plutôt que la défense. Nous sommes tes enfants. Cet argent devrait nous revenir. Papa aurait voulu que nous en profitions. Papa ? J'ai senti ma voix se briser pour la première fois. Tu oses parler de ton père ? Ton père qui a travaillé 6 jours sur 7 pendant 40 ans pour construire son atelier ? Ton père qui rentrait le soir avec des yeux fatigués, mais qui prenait toujours le temps de jouer avec vous ? Et toi qui as refusé de reprendre son affaire parce que tu trouvais ça trop vieux jeu, tu prétends savoir ce qu'il aurait voulu ? Philippe a détourné le regard, mais sa mâchoire restait serrée. Maman, nous traversons vraiment des moments difficiles, a dit Antoine, tentant une approche plus conciliante. J'ai des problèmes avec mon entreprise. Les clients partent, la concurrence est féroce. J'ai un crédit énorme sur la maison. Les enfants sont à l'université privée. Les frais s'accumulent. Et je sais que tu as les moyens de nous aider. Et pourquoi devrais-je ? Ai-je demandé. Pourquoi devrais-je vous donner mon argent alors que vous n'avez même pas eu la décence de me le demander ? Alors que vous êtes entrés chez moi comme des voleurs ? Parce que tu es notre mère.
A explosé Philippe. Parce que c'est ton devoir. Tu nous as mis au monde, tu nous as élevés, et maintenant que tu as de l'argent, tu le gardes égoïstement pour toi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mon devoir. Après tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais sacrifié, ils osaient me parler de devoir. J'ai regardé mes 3 enfants, ces adultes qui se tenaient devant moi, et pour la première fois de ma vie, je les ai vraiment vus. Non pas comme mes bébés, non pas comme les enfants que j'avais bercés et consolés, mais comme ils étaient vraiment. Antoine, avec son costume coûteux et sa montre de luxe, qui se plaignait de problèmes d'argent tout en vivant dans une maison 3 fois trop grande pour lui. Philippe, qui conduisait une BMW flambant neuve mais prétendait être endetté. Et Marguerite, qui n'avait pas dit grand-chose, mais qui était là, complice. Sortez, ai-je dit doucement. Quoi? Antoine me regardait, incrédule. J'ai dit sortez. Sortez de ma chambre. Sortez de ma maison. Maman, sois raisonnable, a tenté Marguerite, parlant enfin. Des larmes coulaient sur ses joues. Nous sommes désolés. Nous n'aurions pas dû. Mais s'il te plaît, ne nous chasse pas comme ça. Die Souls? J'ai senti ma propre colère monter enfin. Vous êtes désolé d'avoir été pris, oui. Si je n'étais pas rentré à ce moment-là, vous auriez pris l'argent, vous l'auriez partagé entre vous, et j'aurais découvert le vol plus tard. Aurais-je seulement su que c'était vous? Ou aurais-je cru à un cambriolage? Auriez-vous eu le culot de venir me consoler, de me dire que tout irait bien? Le silence qui a suivi a confirmé mes soupçons. C'était exactement ce qu'ils avaient prévu. Partez, ai-je répété. Maintenant. Antoine a ramassé sa veste, l'air sombre. Philippe m'a lancé un dernier regard chargé de ressentiment avant de se diriger vers la porte. Marguerite sanglotait ouvertement maintenant. Maman, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Je t'aime. Nous t'aimons tous. Nous avons fait une erreur terrible. Mais ne nous rejette pas comme ça. Si vous m'aimiez vraiment, ai-je dit, ma voix tremblante, vous n'auriez jamais fait ça. L'amour ne se mesure pas à l'argent, Marguerite. Je pensais vous avoir appris cela. Ils sont partis. J'ai écouté leurs pas dans l'escalier, le bruit de la porte d'entrée qui se fermait. Puis le silence. Un silence terrible, absolu. Je me suis assise sur mon lit, au milieu des billets éparpillés, et pour la première fois, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Pierre. Non pas des larmes de chagrin pur, mais des larmes de trahison, de déception, de solitude absolue. Comment en étions-nous arrivés là? Où avais-je failli? J'ai remonté le fil de ma vie, cherchant le moment où tout avait basculé. Antoine était né en 1973. Pierre et moi n'avions presque rien à l'époque. Nous vivions dans un petit appartement au-dessus de l'atelier. Pierre commençait tout juste à se faire un nom comme horloger. L'argent était serré, mais nous étions heureux. Antoine était un bébé facile, souriant, curieux. Je me souviens l'avoir regardé dormir dans son berceau, émerveillé par ce petit miracle que nous avions créé. Marguerite est arrivée 2 ans plus tard. Une petite fille délicate, sensible, qui pleurait facilement mais qui avait le rire le plus cristallin du monde. Avec 2 enfants, la vie était devenue plus compliquée. Pierre travaillait de longues heures, et je jonglais entre les biberons, les couches, et un travail à temps partiel comme secrétaire pour arrondir les fins de mois. Philippe est né en 1979. C'était une grossesse surprise. À 32 ans, je pensais avoir fini d'avoir des enfants. Mais Philippe est arrivé, et malgré la fatigue et les difficultés financières supplémentaires, je l'ai accueilli avec joie. Il était mon petit dernier, mon bébé. Peut-être l'ai-je trop gâté. Peut-être ai-je été trop indulgente avec lui. Nous avons eu des années difficiles. Je me souviens de Noël où nous devions choisir entre chauffer correctement l'appartement et acheter des cadeaux pour les enfants. Je me souviens avoir recousu les vêtements d'Antoine pour qu'ils aillent à Marguerite, puis à Philippe. Je me souviens avoir sauté des repas pour que les enfants puissent avoir une assiette pleine. Mais nous avons tenu bon. Pierre a persévéré avec son atelier. Sa reputation a grandi. Les clients fortunés venaient de Paris pour faire réparer leurs montres anciennes. Il a commencé à créer ses propres pièces, des montres uniques qui se vendaient pour des sommes importantes. Petit à petit, notre situation s'est améliorée. Nous avons pu acheter cette maison quand Antoine avait 10 ans. Une belle maison avec un jardin, dans un quartier tranquille. Les enfants ont eu leur propre chambre. Nous avons pu leur offrir de bonnes études. Antoine a fait une école de commerce. Marguerite a fait l'université. Philippe aussi. Nous leur avons payé leurs études, sans qu'ils aient à contracter de prêts étudiants. Nous les avons aidés quand ils se sont installés. Un coup de main pour le premier appartement d'Antoine. L'aide pour la caution de Marguerite. Le prêt, jamais remboursé,
à Philippe pour démarrer sa première entreprise, qui a fait faillite 2 ans plus tard. Et voilà où nous en étions. Après tout ce que nous avions donné, après tout ce que nous avions sacrifié, mes enfants considéraient que ce n'était pas assez. Ils voulaient plus. Ils voulaient tout. Les jours qui ont suivi cette terrible matinée ont été parmi les plus sombres de ma vie. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Antoine d'abord, sa voix maladroite, tentant de s'excuser sans vraiment s'excuser. « Je sais que nous aurions dû te parler d'abord, » disait-il. « Mais tu comprends, nous étions désespérés. » Comme si le désespoir excusait tout. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler dans le vide, puis j'ai raccroché. Marguerite est venue à la maison. Elle a frappé à la porte un après-midi, ses yeux rougis par les larmes. « Maman, s'il te plaît, parle-moi » suppliait-elle à travers la porte. « Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à manger. S'il te plaît, pardonne-nous. » Mais je n'ai pas ouvert. Je suis restée assise dans mon salon, écoutant ses sanglots, mon cœur se brisant un peu plus à chaque instant. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Philippe n'a pas appelé. Pas de message, pas de visite. Rien. C'était peut-être ce qui me blessait le plus. Mon petit dernier, celui que j'avais porté dans mon cœur d'une façon particulière, ne trouvait même pas en lui la capacité de présenter des excuses. Les semaines ont passé. J'ai dû affronter la vérité. Mes relations avec mes enfants étaient peut-être irrémédiablement brisées. La nuit, je restais éveillée, me demandant si j'étais trop dure. Si je devais pardonner et passer à autre chose. Mais comment passer à autre chose quand la confiance a été si totalement détruite? J'ai commencé à réfléchir à ma propre histoire, à ma relation avec mes parents. Mon père était un homme sévère mais juste. Ma mère, une femme forte qui avait survécu à la guerre, à la perte de ses propres parents, à la pauvreté. Il m'avait élevée avec des valeurs claires, le travail, l'honnêteté, le respect. Jamais il ne me serait venu à l'idée de fouiller dans leurs affaires, de convoiter ce qu'ils possédaient. Leur maigre héritage, quand ils sont morts, m'est revenu naturellement. Je ne l'avais jamais réclamé, jamais attendu. Qu'est-ce qui avait changé entre ma génération et celle de mes enfants? Était-ce moi qui avais trop donné, créant ainsi un sentiment d'entitlement? Était-ce la société qui avait changé, où tout était devenu une question d'argent, de possession, de réussite matérielle? Un matin, un mois après l'incident, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon notaire, Maître Beaumont, un homme de mon âge que je connaissais depuis des années. J'ai besoin de modifier mon testament. Lui ai-je dit. Elle est venue à la maison l'après-midi même. Nous nous sommes installés dans le salon, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a écouté sans m'interrompre, son visage devenant de plus en plus grave. « C'est terrible, Louise », a-t-il dit quand j'ai eu fini. « Je suis vraiment désolé. » Il a marqué une pause. « Mais êtes-vous sûr de vouloir modifier votre testament sous le coup de l'émotion? Vous pourriez le regretter plus tard. » J'y ai réfléchi pendant des semaines. Ai-je répondu. Ce n'est pas une décision impulsive. Je sais exactement ce que je veux faire. J'ai dicté mes nouvelles volontés. La maison irait à une association caritative qui aide les personnes âgées en difficulté. Une partie de mon argent serait divisée entre plusieurs organisations. Un refuge pour femmes battues, une banque alimentaire, une association de recherche sur Alzheimer. Maladie dont ma mère était morte. Une somme modeste irait à chacun de mes petits-enfants, mais seulement quand ils auraient atteint l'âge de 30 ans, avec la condition qu'ils utilisent cet argent pour leur éducation ou pour démarrer un projet significatif. À mes enfants, je laissais chacun un objet symbolique. À Antoine, la montre de poche de son grand-père, celle que Pierre avait restaurée avec tant d'amour. À Marguerite, les bijoux de ma mère, de simples pièces mais chargées d'histoire familiale. À Philippe, les outils d'horloger de son père, ceux avec lesquels il avait créé ses chefs-d'œuvre. Maître Beaumont a noté tout cela, fronçant légèrement les sourcils. « Vous savez, » a-t-il dit doucement, « vous ne leur laissez presque rien. Cela va les blesser profondément. » Ils m'ont blessé profondément, ai-je répondu. Et peut-être qu'ainsi ils comprendront enfin que l'argent n'est pas ce qui compte vraiment. L'amour, le respect, la famille, voilà ce qui a de la valeur. Pas les billets de banque. Quelques jours après cette visite, j'ai reçu une lettre. C'était l'écriture de Philippe. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Enfin, peut-être, des excuses sincères. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, mais ce n'était pas des excuses. C'était une lettre amère, accusatrice. Il écrivait que j'avais toujours été froide, distante, que je n'avais jamais vraiment su comment montrer mon amour. Que l'argent était le seul langage que je comprenais, et maintenant je le gardais jalousement. Il écrivait que je méritais de finir mes jours seule, puisque c'était apparemment ce que je voulais. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, chaque mot s'enfonçant comme une lame. Était-ce vrai? Avais-je été une mère froide?
Je fouillais dans mes souvenirs. Les genoux écorchés que j'avais soignés, les cauchemars dont je les avais consolés, les spectacles d'école où j'étais toujours au premier rang, les repas que je préparais avec amour, les nuits blanches quand ils étaient malades. Non. Je n'avais pas été parfaite, aucun parent ne l'est, mais j'avais aimé mes enfants de tout mon cœur. Philippe essayait de réécrire l'histoire pour justifier sa propre trahison. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir. Je n'y répondrai pas, les mois ont passé. L'été est arrivé, chaud et lumineux, puis l'automne avec ses couleurs flamboyantes. Je me suis créé une nouvelle routine. Le matin, je faisais une promenade dans le parc près de chez moi. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque municipale. J'ai recommencé à jouer au bridge, un passe-temps que j'avais abandonné après la mort de Pierre. Je me suis fait de nouvelles amies, des femmes de mon âge qui comprenaient les complexités de la vie, qui ne me jugeaient pas. Nous nous retrouvions pour le thé, partagions nos histoires. J'ai découvert que je n'étais pas la seule à avoir des problèmes avec mes enfants adultes. Madame Laurent avait une fille qui ne lui parlait plus depuis 5 ans à cause d'une dispute sur un héritage. Madame Chen avait un fils qui ne la contactait que quand il avait besoin d'argent. Ces conversations m'ont aidé à réaliser quelque chose d'important. Je n'étais pas seule. Et je n'étais pas responsable des choix que mes enfants adultes faisaient. J'avais fait de mon mieux en tant que mère. Le reste était de leur responsabilité. Un jour d'octobre, presque 7 mois après l'incident, j'ai eu une crise cardiaque. C'était un mardi, encore, comme si les mardis étaient devenus les jours marquants de ma vie. J'étais dans mon jardin, en train de tailler mes rosiers, quand une douleur fulgurante m'a traversé la poitrine. Je me suis effondrée sur l'herbe humide. Heureusement, mon voisin, Monsieur Petit, m'a vu tomber. Il a appelé les secours immédiatement. Je me souviens vaguement de l'ambulance, des visages inquiets des ambulanciers, puis plus rien. Je me suis réveillée à l'hôpital. Une infirmière souriante m'a expliqué que j'avais eu de la chance. La crise n'était pas massive, mais c'était un avertissement sérieux. J'allais devoir prendre des médicaments, changer mon alimentation, réduire mon stress. Le médecin m'a demandé s'il devait prévenir quelqu'un. J'ai donné le numéro de Marguerite. Pas parce que je lui avais pardonné, mais parce qu'il fallait bien prévenir quelqu'un. Elle est arrivée en courant, le visage défait par l'inquiétude. « Maman !» a-t-elle crié en entrant dans ma chambre. Elle s'est précipitée vers mon lit, a pris ma main. « Mon Dieu, j'ai eu tellement peur. »« Je vais bien », ai-je dit faiblement. « Ce n'était pas grave. »« Pas grave ? Tu as fait une crise cardiaque. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « J'aurais pu te perdre. Et nous n'avions même pas. Nous ne nous étions même pas parlé depuis. Depuis que tu as essayé de me voler, ai-je complété. Elle a baissé la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Je sais, » a-t-elle murmuré. « Je sais ce que nous avons fait. Chaque jour, je vis avec cette honte. Chaque jour, je me réveille en pensant à ce moment terrible, à ton visage quand tu nous as surpris. » J'ai fermé les yeux, fatiguée. Mon corps me faisait mal, mais c'était différent de la douleur émotionnelle que j'avais portée pendant des mois. « Où sont tes frères ?» ai-je demandé. « Je les ai appelés en venant ici. Ils arrivent. » Elle a hésité. « Maman, je sais que tu ne nous dois rien. Je sais que nous avons détruit ta confiance. Mais s'il te plaît, laisse-nous prendre soin de toi maintenant. Laisse-nous au moins essayer de réparer ce que nous avons brisé. » Antoine est arrivé 1 heure plus tard, essoufflé, l'air hagard. Philippe l'a suivi de près. Pour la première fois depuis des mois, mes 3 enfants étaient réunis dans la même pièce que moi. Ils se tenaient au pied de mon lit d'hôpital, maladroits, ne sachant pas quoi dire. « Maman », a commencé Antoine, sa voix se brisant. « Je suis tellement désolée. Pas seulement pour ce qui s'est passé ce jour-là, mais pour tout. Pour avoir été aveugle, égoïste, ingrat. Tu nous as tout donné et nous n'avons pensé qu'à vouloir plus. » Philippe, mon Philippe, avait les yeux rouges. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. « J'ai écrit des choses terribles dans cette lettre, » a-t-il dit. Des choses que je ne pensais pas vraiment. J'étais en colère, je me défendais contre ma propre culpabilité. La vérité, c'est que tu as été une mère merveilleuse. Nous le savons tous. Je les ai regardés, ces 3 adultes qui étaient mes bébés. Malgré tout, malgré la trahison et la douleur, ils étaient encore mes enfants. Pourquoi ? Ai-je demandé. Pourquoi l'argent est-il devenu plus important que tout le reste ? Ils se sont regardés entre eux. C'est Antoine qui a finalement parlé. Je pense que nous avons grandi dans le confort que toi et papa avez construit, a-t-il dit lentement, et nous n'avons jamais vraiment compris ce qu'il avait fallu pour arriver là. Nous n'avons pas connu la faim, les sacrifices. Nous avons pris tout ça pour acquis. Et quand nos propres vies sont devenues difficiles, au lieu de puiser dans les leçons que vous nous aviez enseignées, le travail, la persévérance, nous avons cherché une solution facile. Une solution facile qui était de me voler,
Ai-je dit amèrement point. Oui, a admis Marguerite. Et c'était impardonnable. Nous ne pouvons pas effacer ce que nous avons fait. Mais nous pouvons essayer de devenir meilleurs. Si tu nous en donnes la chance. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Une partie de moi voulait leur pardonner immédiatement, les prendre dans mes bras, oublier tout cela. Mais une autre partie, la partie qui avait été profondément blessée, hésitait. Le pardon ne pouvait pas être donné à la légère. Il devait être mérité point. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance à nouveau, ai-je dit finalement. Cette confiance que j'avais en vous, elle a été détruite en un instant. La reconstruire, si c'est même possible, prendra du temps. Beaucoup de temps. Nous comprenons, a dit Philippe. Et nous sommes prêts à attendre. Aussi longtemps qu'il le faudra. Les jours suivants à l'hôpital ont été étranges. Mes enfants venaient me voir tous les jours. Ils se relayaient, s'assurant que je n'étais jamais seule. Ils apportaient des fleurs, des livres, mes magazines préférés. Ils étaient attentifs, prévenants. Mais il y avait une distance entre nous, un gouffre invisible que nous ne savions pas encore comment franchir. Marguerite a pris un congé de son école pour s'occuper de moi quand je suis rentrée chez moi. Elle a insisté pour dormir dans la chambre d'amis, pour être là au cas où j'aurais besoin de quelque chose pendant la nuit. Les premiers jours ont été inconfortables. Nous parlions peu, échangeant seulement les mots nécessaires. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Un soir, alors qu'elle me préparait le dîner, elle a commencé à me parler de sa vie. De son mariage qui battait de l'aile, de son mari qui la négligeait, de ses propres enfants adolescents qui semblaient ne plus avoir besoin d'elle. Je me sens invisible, m'a-t-elle confessé. Dans ma propre maison, je me sens invisible. J'ai écouté, vraiment écouté. Et pour la première fois depuis des années, nous avons eu une vraie conversation, mère et fille. Pas des banalités sur la météo ou les nouvelles, mais une conversation profonde, honnête. Je lui ai parlé de mes propres doutes quand elle était enfant, de mes peurs de ne pas être assez bonne, de mes moments de solitude même entourée de ma famille. Tu te sentais seule ? A-t-elle demandé, surprise. Mais tu semblais toujours si forte, si sûre de toi. C'est ce que nous montrons aux enfants, ai-je répondu. Nous cachons nos faiblesses, nos doutes, nos peurs. Nous voulons être des piliers. Mais en dessous, nous sommes aussi humaines, aussi vulnérables. Cette conversation a ouvert une porte. Les jours suivants, Marguerite et moi avons parlé de plus en plus. Elle m'a confié ses regrets, ses erreurs. Je lui ai parlé de mes propres échecs en tant que mère. Lentement, très lentement, nous avons commencé à reconstruire quelque chose. Antoine venait le week-end. Il ne parlait pas beaucoup au début, mais il agissait. Il a réparé la gouttière qui fuyait, a tondu la pelouse, a changé les ampoules que je n'arrivais plus à atteindre. C'était sa façon de s'excuser, je suppose. Et je l'ai laissé faire. Un dimanche après-midi, alors qu'il finissait de peindre la clôture du jardin, je lui ai apporté un verre de limonade. Nous nous sommes assis sur le banc sous le vieux chêne, celui que Pierre avait construit quand les enfants étaient petits. Papa me manque, a dit Antoine soudainement. Surtout en ce moment. Il saurait quoi dire, lui. Il saurait comment réparer tout ça. Ton père aussi faisait des erreurs, ai-je dit. Il n'était pas parfait. Personne ne l'est. Mais il était bon, a insisté Antoine. Fondamentalement bon. Moi, je ne sais pas. Après ce que nous avons fait. Une erreur, même terrible, ne définit pas qui tu es, ai-je dit. C'est ce que tu fais après qui compte. Comment tu la reconnais, comment tu essaies de faire mieux. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je veux faire mieux, maman. Je veux être quelqu'un dont tu peux être fière. Dont papa serait fier. Alors fais-le, ai-je dit simplement. Pas pour moi, pas pour la mémoire de ton père. Fais-le pour toi. Philippe était le plus difficile. Il venait moins souvent, et quand il venait, il restait distant. La culpabilité semblait le ronger de l'intérieur. Il avait maigri, semblait ne plus dormir. Sa femme, Claire, que j'avais toujours beaucoup aimée, m'a appelé un soir. Louise, a-t-elle dit, je sais que ce n'est pas ma place, mais je suis inquiète pour Philippe. Il ne mange plus, ne dort plus. Il passe ses nuits à se reprocher ce qui s'est passé. Il pense que vous ne lui pardonnerez jamais. Je ne sais pas si je peux pardonner, ai-je admis. Pas encore. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Mais je voulais juste que vous sachiez que ce garçon, il vous aime plus que tout au monde. Même si ses actes ne l'ont pas montré. Cette conversation m'a hantée. Philippe avait toujours été mon préféré, même si je m'étais toujours efforcée de ne pas le montrer. Il était le bébé, le dernier, celui qui avait reçu le plus d'attention peut-être.
Et peut-être était-ce là le problème. Peut-être l'avais-je trop protégé, ne lui permettant jamais de faire face aux vraies conséquences de ses actes. Un soir, tard, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. C'était Philippe. Il pleuvait des cordes, et il était trempé jusqu'aux os. Il se tenait sur mon perron, l'air perdu, brisé. Je suis désolé, a-t-il dit, sa voix à peine audible sous le bruit de la pluie. Je suis tellement désolé, maman. Je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait. Je ne peux pas vivre en sachant que je t'ai blessé si profondément. Je l'ai fait entrer, lui ai donné une serviette, et préparé du thé chaud. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où je l'avais nourri quand il était bébé, où je l'avais aidé à faire ses devoirs, où nous avions partagé tant de repas en famille. Philippe, ai-je commencé, tu veux savoir ce qui m'a fait le plus mal. Il a levé les yeux vers moi, attendant. Ce n'était pas le fait que vous ayez voulu l'argent. Ce n'était même pas le fait que vous soyez entré chez moi en cachette. C'étaient les mots que j'ai entendus. Les mots qui disaient que j'étais égoïste, que je ne méritais pas cet argent, que vous n'aviez qu'à attendre ma mort. Il a fermé les yeux, la douleur visible sur son visage. Ces mots ont révélé comment vous me voyez vraiment. Non pas comme votre mère qui vous avait aimé et élevé, mais comme un obstacle entre vous et l'argent. Comme quelque chose à surmonter. Ce n'est pas vrai, a-t-il murmuré. Ce n'est pas ce que je pense. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses. La pression, les dettes, la frustration. Je cherchais quelqu'un à blâmer pour mes propres échecs. Et tu m'as choisi, ai-je dit. Oui, a-t-il admis. Et c'était lâche. C'était injuste. C'était tout sauf ce que tu méritais. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment, buvant notre thé, écoutant la pluie tambouriner contre les fenêtres. Tu sais, ai-je dit finalement, quand tu es né, j'avais peur. J'avais déjà 2 enfants, nous n'étions pas riches, et voilà qu'un 3e arrivait. Mais dès que je t'ai tenu dans mes bras, toutes ces peurs ont disparu. Tu étais si petit, si parfait. Et j'ai fait la promesse de toujours te protéger, de toujours être là pour toi. Philippe pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Mais je réalise maintenant que peut-être je t'ai trop protégé, ai-je continué. Que je ne t'ai pas laissé échouer assez souvent. Que je t'ai toujours rattrapé avant que tu ne tombes vraiment. Et maintenant, tu es un adulte qui ne sait pas comment gérer l'échec, la frustration. C'est ma faute, a-t-il dit. Pas la tienne. J'ai 46 ans. Je suis responsable de mes propres choix. C'est vrai, ai-je acquiescé. Tu es responsable. Mais je suis aussi responsable de la mère que j'ai été. Et peut-être que nous devons tous les deux accepter nos parts de responsabilité et apprendre à avancer. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. Philippe m'a raconté ses problèmes financiers en détail, pas pour demander de l'argent, mais simplement pour être honnête. Il m'a parlé de ses mauvais investissements, de son train de vie trop élevé, de sa peur de paraître moins réussi que ses amis. J'ai écouté sans juger, et pour la première fois, j'ai vu mon fils non pas comme mon bébé, mais comme un homme imparfait luttant contre ses propres démons. À mon tour, je lui ai parlé de ma vie après la mort de Pierre. De la solitude qui me rongeait, des nuits où je me réveillais en tendant la main vers un espace vide dans le lit. De ma peur de devenir un fardeau, de finir mes jours dans une maison de retraite où personne ne viendrait me voir. Je lui ai expliqué pourquoi l'argent était si important pour moi, non pas par avarice, mais par peur. Je ne veux pas être dépendante, ai-je dit. Je ne veux pas que mes enfants se sentent obligés de s'occuper de moi. Je veux pouvoir payer mes propres soins, ma propre fin de vie. C'est ça que représente cet argent. La liberté. La dignité. Mais nous voulons prendre soin de toi, a dit Philippe. C'est ce que les familles font. Les familles qui se respectent, qui s'aiment, ai-je corrigé. Pas les familles où les enfants guettent la mort de leurs parents pour hériter. Il a grimacé. Je mérite ça. Oui, ai-je dit sans détour. Tu le mérites. Vous le méritez tous les 3. Mais la question est, qu'allez-vous faire maintenant? Les mois qui ont suivi ont été un processus lent de guérison. Ce n'était pas facile, et il y avait des rechutes. Des moments où la colère remontait, où je me retrouvais à ressasser ce qui s'était passé, à me demander si je pouvais vraiment faire confiance à nouveau. Mais il y avait aussi des moments de progrès. Antoine a commencé à venir déjeuner tous les dimanches, seul parfois, avec sa famille d'autres fois. Nous avons repris l'habitude de jouer aux échecs, un rituel que nous avions quand il était adolescent. Il a commencé à me parler de son travail, non pas en se plaignant, mais en partageant vraiment. Et j'ai appris à écouter sans juger, à offrir des conseils seulement quand ils étaient demandés. Marguerite et moi sommes devenus plus proches que nous ne l'avions jamais été. Elle a fini par quitter son mari, une décision difficile mais nécessaire.
Elle est venue vivre avec moi pendant quelques mois, pendant qu'elle se remettait sur pied. Au début, j'étais inquiète que nous nous disputions, que la proximité ravive de vieilles tensions. Mais au contraire, cela nous a rapprochés. Nous avons parlé de choses dont nous n'avions jamais parlé auparavant. De sa jeunesse, de ses premiers amours, de ses rêves abandonnés. J'ai toujours voulu être écrivaine, m'a-t-elle confessé un soir. Mais papa et toi vouliez que je sois professeur. Quelque chose de stable. Nous voulions que tu sois en sécurité, ai-je dit. Mais peut-être aurions-nous dû te encourager à poursuivre ta passion. Il n'est jamais trop tard, a-t-elle dit avec un sourire. J'ai commencé à écrire. Le soir, après mes cours. De quoi écris-tu? Ai-je demandé. De nous, a-t-elle répondu. De notre famille. De tout ce qui s'est passé. J'essaie de comprendre, de trouver un sens à tout ça. Philippe a eu le chemin le plus difficile. Il a dû déclarer faillite personnelle, une humiliation profonde pour lui. Mais d'une certaine manière, cela l'a libéré. Sans la pression constante des dettes, sans l'obligation de maintenir une façade de réussite, il a commencé à se redécouvrir. Elle a trouvé un travail simple, dans un magasin de bricolage. Rien de prestigieux, rien qui impressionnerait ses anciens amis. Mais il semblait plus heureux, plus en paix. C'est étrange, m'a-t-il dit un jour. J'ai moins d'argent que jamais, mais je dors mieux. Je ne me réveille plus en panique au milieu de la nuit. L'argent peut être une prison, ai-je dit. Croire qu'on en a besoin de plus, toujours plus, ça peut nous consumer. Tu avais raison sur tout, a-t-il dit. Sur ce qui compte vraiment. J'aurais dû t'écouter. Quant à mon testament, je l'ai modifié à nouveau. Pas immédiatement, pas après quelques semaines de réconciliation. J'ai attendu. J'ai observé. J'ai vu mes enfants changer, vraiment changer. Pas parfaitement, personne ne change parfaitement. Mais ils essayaient. Sincèrement. Un an après l'incident, j'ai rappelé Maître Beaumont. Je veux refaire mon testament, lui ai-je dit. Elle est venue, et nous avons parlé longtemps. Cette fois, j'ai divisé mon héritage de manière plus traditionnelle. La maison serait vendue, et le produit divisé entre mes 3 enfants. Mes économies seraient également partagées. Mais j'ai ajouté des clauses. Une partie de chaque héritage serait placée dans un trust pour l'éducation de mes petits-enfants. Une autre partie devait être donnée à des œuvres caritatives de leur choix. Je veux qu'ils comprennent que cet argent vient avec une responsabilité, ai-je expliqué à Maître Beaumont. Qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de donner. J'ai gardé ce Nouveau Testament secret. Je n'en ai parlé à personne. C'était mon petit secret, ma façon de leur montrer que la confiance pouvait être reconstruite, que le pardon était possible. Les années ont passé. J'ai eu 80 ans, entouré de mes enfants, de mes petits-enfants. C'était une belle fête, remplie de rires et de souvenirs. Antoine a fait un discours, sa voix tremblante d'émotion. Maman, a-t-il dit, tu nous as appris tant de choses. Mais la leçon la plus importante, tu nous l'as enseignée quand nous pensions te l'avoir déjà apprise. Tu nous as montré qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. L'amour, le pardon, la famille. Merci de ne pas avoir abandonné avec nous, même quand nous le méritions. Marguerite m'a offert un cadeau particulier, son manuscrit terminé. C'est notre histoire, m'a-t-elle dit. Avec ton autorisation, j'aimerais essayer de le publier. Pas pour l'argent, mais parce que je pense que d'autres familles pourraient s'y reconnaître. Personne n'est parfait. Toutes les familles ont leur lutte. Philippe, quant à lui, m'a offert quelque chose d'encore plus précieux. Il avait restauré une des vieilles montres de son père, une pièce compliquée que Pierre n'avait jamais eu le temps de finir. J'ai appris, a-t-il dit simplement. J'ai pris des cours. Je voulais finir ce que papa avait commencé. En tenant cette montre, en sentant le poids familier de l'artisanat de Pierre, j'ai pleuré. Mais c'était des larmes de joie, de fierté, de gratitude. Maintenant, à 90 ans, je regarde en arrière sur ce terrible jour de mars où ma vie a basculé. Une partie de moi se demande encore ce qui serait arrivé si je n'étais pas rentrée à ce moment-là. Si je n'avais jamais découvert ce que mes enfants étaient prêts à faire. Auraient-ils vraiment pris l'argent? Auraient-ils pu vivre avec cette trahison? Je ne le saurai jamais. Mais d'une certaine manière, je suis presque reconnaissante pour ce moment terrible. Il a forcé une confrontation qui était peut-être nécessaire. Il a mis à nu des problèmes qui couvaient depuis longtemps. Et il nous a donné l'opportunité, difficile et douloureuse, de reconstruire notre famille sur des bases plus solides. L'injustice de mes enfants, comme je l'avais appelé au départ, s'est transformée en quelque chose de plus complexe. Était-ce vraiment une injustice, ou était-ce le reflet de mes propres échecs en tant que parent?
Était-ce leur faute, ou avions-nous tous contribué à cette situation? La vérité, j'ai appris, n'est jamais simple. Les relations familiales sont compliquées, tissées de milliers de petits moments, de décisions, de mots dits et non dits. Mes enfants ont fait quelque chose de terrible. Mais ils sont aussi les mêmes enfants que j'ai portés, nourris, aimés. Ils contiennent en eux à la fois la capacité de me blesser profondément et celle de me donner les plus grandes joies. Le pardon n'est pas arrivé en un éclair. Ce n'était pas un moment dramatique où j'ai déclaré « je vous pardonne » et tout est redevenu comme avant. C'était un processus graduel, fait de petits pas, de conversations honnêtes, de gestes attentionnés. C'était choisir, jour après jour, de voir le bien en eux plutôt que seulement leur erreur. C'était accepter qu'ils ne seraient jamais parfaits, tout comme je n'ai jamais été une mère parfaite. Aujourd'hui, alors que j'approche de la fin de ma vie, je peux dire que je suis en paix. Ma relation avec mes enfants n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Elle est honnête. Nous avons traversé le feu ensemble et nous en sommes sortis, non pas indemnes, mais plus forts d'une certaine manière. L'argent qui avait causé tant de problèmes est toujours là, sagement placé, attendant d'être distribué selon mes dernières volontés. Mais ce n'est plus une source de tension. Mes enfants ont appris, comme je l'avais espéré, que leur valeur ne se mesure pas en euros. Qu'un héritage n'est pas seulement financier, mais fait de valeurs, de leçons, d'amour. Quand je mourrai, et ce jour approche plus vite que je ne le voudrais parfois, je leur laisserai plus que de l'argent. Je leur laisserai l'histoire de notre famille, avec ses beautés et ses laideurs. Je leur laisserai la leçon qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'améliorer, pour réparer ce qui a été brisé. Et j'espère vraiment, qu'ils transmettront ces leçons à leurs propres enfants. Que mes petits-enfants grandiront en sachant que l'amour familial est plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Que l'honnêteté et l'intégrité valent tous les sacrifices. L'injustice de mes enfants. C'est ainsi que j'ai commencé cette histoire. Mais peut-être que le vrai titre devrait être « La rédemption de mes enfants ». Ou mieux encore, notre rédemption. Car nous avons tous eu besoin de pardon, moi y compris. Nous avons tous eu besoin d'apprendre, de grandir, de devenir meilleurs. Et la vie ne nous donne pas toujours les histoires que nous voulons. Parfois, elle nous donne celles dont nous avons besoin. Mon histoire n'a pas été facile. Elle a été marquée par la trahison, la douleur, la colère. Mais elle a aussi été marquée par la résilience, le pardon, l'amour qui persiste malgré tout. Au bout du compte, n'est-ce pas cela qui compte? Non pas que nous ne tombions jamais, mais que nous nous relevions. Non pas que nous ne commettions jamais d'erreurs, mais que nous apprenions d'elles. Non pas que nous n'ayons jamais de conflits, mais que nous trouvions des moyens de les résoudre. Mes enfants ont découvert mon argent et ont tenté de me le voler. C'est un fait que je ne peux pas changer, que je n'oublierai jamais. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'était plutôt un chapitre difficile dans une longue vie de chapitres, certains joyeux, d'autres tristes, tous ensemble formant le récit complet de qui nous sommes. Qui sommes-nous, finalement? Nous sommes une famille. Imparfaite, compliquée, parfois dysfonctionnelle, mais toujours une famille. Et dans ce monde incertain, c'est peut-être tout ce qui compte vraiment. Quand je fermerai les yeux pour la dernière fois, je le ferai entouré de mes enfants. Ils tiendront mes mains, me murmureront des mots d'amour. Et j'espère que dans ces derniers moments, ils sauront, vraiment sauront, combien je les ai aimés. Toujours. Même dans les moments les plus sombres, même quand la confiance était brisée, même quand le pardon semblait impossible. L'amour d'une mère est une chose étrange et puissante. Il peut être blessé, piétiné, mis à l'épreuve de mille façons. Mais s'il est vrai, s'il est profond, il persiste. Il trouve un moyen de survivre, de se régénérer, de s'adapter. Mon amour pour mes enfants a survécu à leur trahison. Il a survécu à la colère, à la déception, à la douleur. Non pas parce que je suis une sainte, loin de là, mais parce que c'est dans ma nature de mère. C'est ce que nous faisons. Nous aimons, malgré tout. Et peut-être, est-ce là la vraie leçon de cette histoire. Pas que l'argent ne compte pas, ni que la trahison peut être facilement pardonnée, mais que l'amour, le vrai amour, est plus fort que nos pires erreurs. Qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une possibilité de rédemption, si nous sommes assez courageux pour la saisir. Mes enfants ont été assez courageux. Et moi aussi. Ensemble, nous avons trouvé un chemin à travers les ténèbres vers une lumière nouvelle, différente de celle d'avant, mais tout aussi précieuse. C'est mon histoire. L'histoire d'une vieille femme qui a été trahie par ceux qu'elle aimait le plus, qui a lutté avec la colère et le pardon, et qui a finalement trouvé la paix. Ce n'est pas une histoire parfaite. La vie réelle ne l'est jamais. Mais c'est la mienne, et je la porte avec fierté, avec toutes ses imperfections, tous ces moments douloureux, toutes ces petites victoires. Si quelqu'un lit ces mots un jour, longtemps après que je serai partie, j'espère qu'ils comprendront. Que les familles sont compliquées. Que nous faisons tous des erreurs. Que le pardon est possible, même quand il semble impossible. Et que l'amour, malgré tout ce qui peut lui arriver, endure. C'est tout ce que j'avais à dire. Mon témoignage,
mon héritage de mots, pour accompagner l'héritage plus tangible que je laisserai derrière moi. Puissent mes enfants et mes petits-enfants se souvenir non seulement de cette histoire sombre, mais de tout ce qui est venu après. De la guérison, de la croissance, de la famille reconstruite sur des fondations plus solides. Je suis Louise. J'ai vécu 90 ans, aimé profondément, souffert intensément, et pardonné difficilement. Et je n'échangerai cette vie pour rien au monde, car elle m'a enseigné ce qui compte vraiment. Et au bout du compte, ce n'était jamais l'argent. C'était toujours l'amour.